Retrait définitif de l'implantation de RFI et France 24 au Mali, une mission des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry à Bamako à la rencontre de la HAC pour des échanges de compréhension. Suite au lancement de recrutement des sous-officiers, depuis une forte mobilisation des jeunes à s'engager se fait voir avec le taux croissant des demandes d'intégration avec en première ligne des jeunes femmes. Les demandes ont triplé, passant de 500 à 1500. Grand angle de ce journal. Pose de la première pierre du nouveau siège de la Fédération malienne d'aïkido à Ngolo-Bougou, le dojo fédéral, financé par l'ambassade du Japon au Mali, coûtera 50 millions de francs CFA. L'hypertension artérielle définie comme une tension artérielle supérieure à la normale. Appelée encore tueuse silencieuse, l'hypertension artérielle ne présente la plupart du temps aucun symptôme. Mais avec le temps, si elle n'est pas traitée, elle peut causer certaines maladies graves. Comment éviter l'hypertension artérielle? Quelle conduite à tenir pour un hypertendu? L'intitulé de Focus Santé. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 30 mai. Bienvenue dans ce 20h. Une délégation de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry est présente dans notre pays. La délégation a rendu cet après-midi une visite de courtoisie au Premier ministre, chef de gouvernement Koshogel Kokala Meiga. Les échanges ont porté essentiellement sur la suspension au Mali des chaînes françaises RFI et France 24. Écoutons plutôt le président du CNRA du Sénégal et de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA. Il est au micro de Mariam Koné. Cette délégation de haut niveau, envoyée, mandatée par l'ensemble des membres de la plateforme, était venue à Bamako auprès du président Fodji Touré pour nous informer amplement après la décision prise de fermeture de France 24 et de RFI. Et tout à l'heure, nous avons donc rendu une visite de courtoisie à M. le Premier ministre, M. Koshogel Meiga. Cette visite a été extrêmement enrichissante. Nous partons vraiment enrichis, nous partons bien informés. Et le Premier ministre nous a encouragés à aller de l'avant. Donc, dans quelques semaines, ensemble, nous allons poser des jalons, après avoir été bien informés, pour voir quelles sont les étapes suivantes qu'il faut que nous menions au sein de la plateforme pour pour apporter des solutions globales à tout ce que nous avons constaté ici au Mali. Il nous a surtout montré beaucoup d'ouverture et, disons-le, beaucoup de hauteur par rapport à la situation. Nous avons rencontré un Premier ministre bien informé, au fait de ses responsabilités et qui a été extrêmement ouvert à des frères africains. Parce que nous ne sommes pas venus en face de M. Fodji Touré, nous sommes venus à ses côtés pour entrevoir par rapport à la situation actuelle comment aller de l'avant. Eh bien, nous avons été encouragés par le Premier ministre et Inch'Allah, dans les temps à venir, nous allons poser des jalons dans ce sens-là. Et avant cette audience, la mission de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry, conduite par le Sénégalais Babacar Diagne, président de l'organisation, avait eu une séance de travail avec la haute autorité de la communication. On le rappelle, la plateforme est venue s'imprégner davantage sur les réels motifs du retrait définitif de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du service de Radio France Internationale et France 24. Dans notre pays, encore plus de détails, c'est avec Salimata Ndao. Interdite d'émettre au Mali depuis le 17 mars 2022, Radio France Internationale et la chaîne de télévision France 24 sont définitivement suspendues par la haute autorité de la communication depuis le 27 avril dernier. Pour en savoir davantage sur les actions qui les incriminent, la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée a jugé nécessaire de se rendre au Mali. La HAC perçoit ce déplacement comme un signe de fraternité. J'ai retenu une phrase quand j'ai échangé avec le président Babacar Diagne au téléphone. Vous m'avez dit ceci: nous tenons à venir vous rencontrer
nous enquérir de la situation, comprendre ce qui se passe. Parce que les autres parlent, nous ne parlons pas. Il est bon que nous parlons aussi aujourd'hui. On ne va pas laisser la parole aux Occidentaux dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent d'une situation qui existe dans notre pays et face à laquelle nous avons pris une responsabilité. Cette phrase restera gravée dans ma mémoire parce que ça dénote que vous ne venez pas en instance de contrôle, vous ne venez pas en instance d'appel ou de recours d'une décision. Vous venez vous informer de ce qui s'est passé et qui a pu conduire l'organe de régulation du Mali à prendre de telles sanctions. C'est la preuve de la fraternité qui a toujours existé entre nous. La délégation composée de Babacar Diagne du Sénégal, de René Bourgouin de la Côte d'Ivoire et de Rémi Prosper Moretti du Bénin dit avoir reçu suffisamment d'informations qui vont permettre à l'organisation sous-régionale de faire un traitement objectif du dossier. Nous avons eu une discussion franche, ouverte. Vraiment, il n'y a pas eu de langue de bois. Elle a duré très longtemps. Il y a eu des vidéos présentées. Il y a eu du son également, de radio, on a de RFI. Et nous avons passé en revue l'ensemble de ces éléments diffusés. Et le président Fodji Touré et ses collègues ont été exhaustifs sur les manquements professionnels, manquements à l'éthique, manquements à la déontologie constatés est pointé du doigt par le régulateur malien. Nous avons pris bonne note, nous avons échangé avec eux sur ces manquements et nous pensons qu'il y a forcément d'autres étapes. Le monde est mouvement, la réalité, n'est-ce pas, audiovisuelle est mouvement et nous pensons que des solutions sont possibles. Ces solutions-là, nous allons les envisager avec nos partenaires, membres des autres organes de régulation de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne manquerons pas également de répondre aux sollicitations de RFI et de France 24, en tout cas de France Média Monde, qui nous ont sollicité également pour apporter des éclairages par rapport aux manquements constatés par le Mali. La plateforme a été créée en 2020. L'un de ses objectifs est d'œuvrer pour le développement du paysage audiovisuel de ses États membres. Juste aussi ajouter que Babacar Diagne est un grand homme de télévision, ancien directeur général de la radio-télévision du Sénégal, ancien ambassadeur du Sénégal en Gambie, pour dire que Babacar Diagne est un homme du milieu. Les acteurs en charge des questions de justice sont à l'école, à l'Institut national de formation judiciaire, l'objectif étant d'approfondir leurs connaissances sur les violences basées sur le genre d'une part, mais aussi permettre aux greffiers de se familiariser avec les outils d'actes de procédure d'autre part. Nous faisons le point avec Inaba et Tchédji Kamara. Cette rencontre vise à renforcer les capacités des magistrats et les greffiers dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Les participants approfondissent leurs connaissances dans l'établissement des actes de procédure. La rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la deuxième phase du projet UNITAR, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Il est constant que la justice reste le pilier incontournable de la démocratie et de l'état de droit, ce qui suppose un système judiciaire efficace et adapté. Pour cette seconde phase, 12 formateurs de l'Institut ont été formés. 49 OPJ ont déjà reçu une formation en VPG, 49 greffiers sur les actes de greffe, et à la fin de ces 2 sessions de formation qui démarrent aujourd'hui, c'est en tout 200 acteurs de la justice qui seront formés. Les violences basées sur le genre sont l'une des violations des droits de l'homme les plus étendues qui affectent les femmes de façon disproportionnée. Garantir la protection et la justice à tous les citoyens, sans distinction de genre, et de mettre fin à la culture de l'impunité. Je suis convaincu que ces sessions de formation constituent un pas dans la bonne direction pour en finir une fois pour toutes avec la culture de l'impunité liée aux violences basées sur le genre.
La première phase du projet a permis la formation de plus de 500 personnes sur plusieurs thématiques concernant le bon fonctionnement de la justice, ce qui cadre parfaitement avec les priorités des plus hautes autorités. Les violences sexuelles liées au conflit, les discriminations liées au sexe soulèvent des questions éminemment juridiques sur lesquelles l'attention des praticiens du droit et des acteurs de la justice mérite d'être attirée. Il s'agit de sortir du prisme des médias et autres moyens de communication sur le sujet pour l'examiner avec un regard professionnel dans le but d'en maîtriser les contours et d'y apporter des réponses judiciaires appropriées au regard de la législation de notre pays. Le responsable du département de la justice a mis à profit cette rencontre pour outiller les greffiers. Il a remis des livres intitulés « Guide des greffiers ». Les œuvres sociales du président de la transition se poursuivent dans la région de Ségou. Des milliers d'élèves et d'enseignants issus de 3 médersas dans le cercle de Ségou viennent de bénéficier de forages des infrastructures inaugurées par la conseillère spéciale du président de la transition. Ségou, on fait le point avec Ramata Konate et Bakari Traoré. 3 médersas, toutes heureuses de recevoir chacune un forage. Un château d'eau de 7 mètres cubes, doté de panneaux solaires pour mettre fin à leur calvaire lié à l'approvisionnement en eau. Plus de 1000 personnes. Avec ce forage, c'est désormais facile pour le millier de personnes de notre médersa d'avoir l'eau à portée des mains. Sinon, même pour faire des ablutions, c'était un problème ici. Motion de remerciement spécial au président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour ce don de château d'eau. Nous apprécions ce geste à sa juste valeur. C'est un appui à l'assainissement, à la santé, à la bonne pratique de la religion, bref, au développement. Les bénéficiaires mesurent l'impact de ce forage sur leur quotidien. Les dépuis réalisés chez nous ici n'ont pas donné les résultats escomptés. Ce forage vient résoudre ces problèmes d'accès à l'eau. Notre médersa et ses environs vont bien profiter de ces châteaux d'eau. Ce bienfait du président de la transition est éternel. Avec ces remises, la région de Ségou frôle la vingtaine de forages gracieusement offerts par le président de la transition. D'où ce sentiment de satisfaction du chef de l'exécutif régional. C'était le cas en 2021. C'était le cas il n'y a pas très longtemps, à la veille du mois de Carême, lorsqu'on visitait les 19 communes pour la remise de denrées de première nécessité aux populations en vue, n'est-ce pas, de leur permettre de supporter le poids du mois de Carême. C'est aujourd'hui encore le cas. Donc c'est toujours un sentiment de réelle satisfaction pour moi. Et au nom des populations de la 4e région, je tiens à dire merci au président de la transition. Ces médersas qui sont là, qui sont occupés par des milliers d'enfants et de maîtres, qui sont là, qui vont dans les familles avoisinantes pour chercher l'eau, pour faire même l'ablution, parfois avec certaines contraintes. Donc maintenant qu'ils ont ces châteaux, d'en prendre soin et d'en faire bon usage. Les regards sont désormais braqués sur l'entretien de ces châteaux d'eau, un défi à relever coûte que coûte pour le bonheur des milliers de bénéficiaires. Nous sommes dans la cité des Balanzans. Restons-y pour signaler la présence du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme qui a visité des bibliothèques de manuscrits, les conditions de sécurisation de ces patrimoines au profit des jeunes générations au cœur de la visite. C'est ce que nous dit Fousséni Samaké. Les manuscrits sont des patrimoines qui peuvent se détériorer sans bonnes conditions de conservation. C'est pour sécuriser ces mémoires très anciennes que le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a visité les bibliothèques privées des familles Djiré, Menta et Soso de Ségou. Ces dizaines de milliers de manuscrits contiennent des connaissances littéraires et scientifiques
que peuvent exploiter les jeunes générations. La bibliothèque Soso des manuscrits contient en son sein près de 4500 manuscrits qui traitent diverses matières telles la grammaire, le vocabulaire, la médecine, la théologie, la jurisprudence et la monographie de la famille Soso. Chaque fois qu'on a l'autorité de notre pays à côté de nous, on a plus de courage et d'énergie pour continuer ce qu'on a commencé. Au-delà de la conservation, ces manuscrits qui sont les œuvres d'auteurs de différentes nationalités ont besoin de numérisation et de traduction. Dans toutes ces familles, nous avons trouvé des manuscrits anciens d'une très grande valeur, mais également en très grand nombre. C'est des manuscrits qui ont traversé des âges et leur conservation était un défi que ces familles ont pu relever. Le ministère fait de la conservation de ces manuscrits une priorité. Au cours de sa visite, le ministre Guindo a découvert dans la famille Djiré de Ségou l'alphabet Bambara, la bouilloire de El Hadji Oumar Tall et la pierre sur laquelle faisait l'ablution le roi Oumar Kébir Djiré. Ici à Bamako, début des travaux de la 12e revue sectorielle conjointe profession État-profession agricole, partenaires techniques et financiers. L'un des objectifs de cette revue étant de procéder à l'analyse critique de l'évolution des principaux indicateurs du développement rural. Des travaux présidés par le ministre de tutelle, Agibou Koulibaly. Cette 12e revue sectorielle conjointe État-profession agricole, partenaires techniques et financiers est l'occasion de faire des améliorations en vue d'une implication effective des acteurs de la profession agricole dans le suivi des projets et programmes. Quand on fait une année, et dans le cadre même des mesures d'évaluation du CRED, le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, il est tenu de faire des évaluations sectorielles. Donc, la 12e revue s'inscrit dans ce cadre pour rassembler l'ensemble des acteurs, l'État, les partenaires techniques et financiers, la profession agricole, les collectivités, pour voir qu'est-ce qui a été réalisé pendant cette année en tant qu'action phare, quelles ont été en fait les insuffisances. Nous pensons que si le projet finance ces rencontres-là, on va contribuer à renforcer les choses agricoles. Deuxième raison, nous avons demandé à ce que cette revue soit l'occasion pour le projet Mérite de l'exposer sur ce qu'on appelle les biodigesteurs, la bioénergie. Pour les partenaires techniques et financiers, cette revue doit leur permettre d'apprécier ensemble la situation du secteur et d'analyser les perspectives d'évolution pour l'atteinte des objectifs du CRED, cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2019-2023. La présente revue sectorielle 2022 consacre la seconde année de mise en œuvre du nouveau cadre stratégique de développement pour le Mali, CRED 2019-2023, dont la vision, un Mali bien gouverné, où le vivre ensemble harmonieux des différentes composantes de la société est restauré, la paix consolidée. Pendant cette 12e session, vous aurez à partager les informations relatives aux performances du secteur agricole, échanger sur les réformes devant être engagées sur les plans institutionnels et techniques en lien avec les stratégies et politiques en vigueur dans le secteur, notamment le schéma directeur de développement rural, la stratégie nationale de développement de la riziculture, la politique de protection et de surveillance des végétaux et des animaux. Au sortir des 2 jours de travaux, les acteurs du secteur agricole et leurs partenaires formuleront des recommandations pertinentes susceptibles d'amoindrir les contraintes constatées. À présent, Modibo Mariko pour nous parler de la rencontre de sensibilisation des partis politiques sur le recensement général de la population qui va débuter sur l'ensemble du territoire samedi prochain.
Quel est le nombre total de la population du Mali, le nombre d'hommes et de femmes? Quel est le nombre de ménages détenus? Les infrastructures sont-elles disponibles et à quelle proportion? Voilà entre autres quelques questions qui trouveront leurs réponses au cours de la phase de dénombrement du recensement général de la population. Cette opération qui sera lancée ce samedi sur toute l'étendue du territoire national est organisée par l'Institut national de la statistique en collaboration avec ses partenaires. Il s'agissait donc en prélude à cet événement d'impliquer les partis politiques en vue de sa pleine réussite. L'opération porte en elle cette année des innovations majeures. Contrairement aux 4 précédents recensements, le 5e sera numérique. Ça veut dire que c'est les tablettes que nous allons utiliser et que les données vont être remontées directement à l'issue de la journée de travail. Donc ce qui a pour l'avantage, de réduire les délais de traitement des données. Le deuxième avantage, c'est que ça peut aussi, en temps réel, de vérifier la qualité des données et de pouvoir apporter des corrections avant la fin des travaux. Nous avons quand même jugé nécessaire d'avoir l'adhésion populaire et de mettre à la disposition de la population un numéro vert. Un recensement qui ne touche pas au moins 85% de la population à recenser n'est pas vraiment un exercice représentatif. Participer à un recensement, c'est un acte patriotique. Mais je dois vous dire, j'ai rarement vu une équipe de gouvernement aussi déterminée, malgré les défis, pour faire ce recensement. L'objectif de l'opération est donc de contribuer à la production et à la diffusion des données socio-démographiques fiables, toutes choses nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de nos politiques et plans de développement pour les 10 années à venir. Après les partis politiques, cet exercice de sensibilisation sera immédiatement élargi aussi aux représentants de la société civile. Une nouvelle maternité pour le centre de santé communautaire de Badjalan-Kodabougou de la commune 3 du district de Bamako, fruit de la coopération entre la cellule technique de développement du ministère des Maliens établi à l'extérieur et l'Agence française de développement. Cérémonie d'inauguration suivie par Sokona Kamisoko. Bâtie sur une superficie de 200 mètres carrés, la nouvelle maternité de l'association de santé communautaire de Badjalan-Kodabougou est composée d'une salle d'attente, d'un espace d'accueil et d'orientation, de 3 salles d'accouchement, d'un magasin et d'un bureau. Le joyau architectural est entièrement financé par l'Agence française de développement à travers la cellule technique de co-développement du département en charge des Maliens de l'extérieur. Le co-développement, c'est la mobilisation des compétences techniques et financières de la diaspora pour le développement local. Grâce à un financement de l'Union européenne qui a délégué à l'Agence française de développement un projet d'appui aux investissements de la diaspora pour les régions d'origine. C'est au regard de ce potentiel incontestable de la diaspora que l'Union européenne continue à déployer ses efforts pour soutenir et renforcer les investissements de cette même diaspora. En construisant cette maternité, la cellule technique de co-développement et l'Agence française de développement répondent ainsi à un des soucis des autorités maliennes. Le département, à travers la CTC, a suivi avec une attention soutenue et un intérêt particulier les travaux de réalisation de cette infrastructure. J'ose espérer que cette noble initiative permettra la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile. Et mes remerciements à l'endroit de l'Union européenne et de l'Agence française de développement pour leur appui multiforme dans le domaine de la migration à notre pays. La construction de cette maternité vient enlever une épine des pieds des responsables communaux. C'est pourquoi la mairie de la commune 3 a débloqué la somme de 10 millions de francs CFA pour équiper l'infrastructure. Le projet Accès amélioré par l'inclusion de tous dans la lutte contre le VIH-Sida au Mali touche à sa fin. Projet financé par Expertise France à près de 400 millions de nos francs exécutés à Bamako, dans la région de Kay, Koulikoro et Ségou. Et après 3 années d'exécution, les acteurs font le bilan du projet qui tire vers sa fin. Drissa Konner. Après 3 années de mise en œuvre, le projet Accès amélioré par l'inclusion de tous dans la lutte contre le VIH-Sida à MITOUS clôt ses activités. Il est mis en œuvre par la Fédération malienne des personnes handicapées FEMA, Humanité et Inclusion et le réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida RMAP. MITOUS VIH-Sida visait un objectif, celui de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap au service VIH. Des outils d'information adaptés par type de handicap ont
été produits. Des opérations de dépistage mobile ont été réalisées pour toucher plus de personnes vivant avec un handicap. Les 13 structures de santé ont subi des aménagements raisonnables pour faciliter leur accès aux personnes vivant avec un handicap. Ces activités sont un appoint aux efforts des plus hautes autorités dans la lutte contre la discrimination des personnes vivant avec un handicap. Il faut un ensemble de mesures multisectorielles pour combattre la vulnérabilité des personnes vivant avec un handicap, car on le sait désormais, des personnes sont encore plus vulnérables. Le sketch illustrant l'impact du projet Amitous VIH-Sida, joué par la troupe INESO, les témoignages des invités ne sont-ils pas un plaidoyer pour une deuxième phase du projet? En tout cas, la première phase a coûté moins de 400 millions de francs CFA, financés par Expertise France. Point Covid du jour, sur 417 tests réalisés, un cas positif, 10 guéris, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Une journée d'activité basée sur le rôle de l'infirmier dans la prise en charge des patients a été organisée à l'intention des infirmiers de Gao, Aliou Idrissa Mega et Alassane Amadou Touré pour le compte-rendu. L'hôpital Hangadumbu Moulay Touré de Gao est une grande structure de santé qui s'occupe de la prise en charge des patients de la région de Gao, mais aussi des autres localités du septentrion de notre pays. Pour mener à bien sa mission, l'établissement bénéficie de l'appui de l'État et des partenaires, parmi lesquels le CICR. Il vient d'organiser une journée d'activité basée sur le rôle de l'infirmier dans la prise en charge des patients. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des infirmiers. Nous avons le devoir de parfaire notre métier pour mieux satisfaire nos hôtes qui sont les patients. En organisant cette activité, le Comité international de la Croix-Rouge veut assurer la pérennisation des acquis des infirmiers du CICR et du staff national en matière de soins à l'hôpital de Gao. Cet appui s'inscrit dans le cadre, d'une part, donner un champ, un espace pour la reconnaissance de ces efforts et aussi pour les motiver. Depuis 2012, on n'a pas vu le CICR baisser vraiment les bras. Du jour au jour, on observe des choses miraculeuses et spectaculaires que le CICR pose. Une conférence sur la profession et la déontologie infirmière et une visite guidée des services et du chantier de la nouvelle salle d'accouchement de l'hôpital de Gao, financée par le CICR, ont dominé les activités de la journée des infirmiers dans la cité des Askia. Les tâches des autorités intérimaires investies exigent une parfaite maîtrise des clés et des outils de base administratifs pour une meilleure gouvernance. C'est ainsi qu'à Taoudeni, les représentants de l'État et les collectivités territoriales sont à l'école du support réglementaire des collectivités et des réformes politiques, institutionnelles et démocratiques. Chirfi Moulaïa. Taoudeni est une très jeune région et ses dirigeants sont pour la plupart des cas nouveaux dans la gestion des affaires publiques. Cela justifie à suffisance la tenue des rencontres de renforcement des capacités des principaux acteurs de l'administration publique et des collectivités territoriales. L'initiative s'inscrit en droite ligne des recommandations des Assises nationales pour la refondation de l'État. Les responsables de la région seront outillés dans des domaines très pertinents. Les tâches des autorités intérimaires investies exigent une parfaite maîtrise des clés et des outils de base administrative pour une gouvernance améliorée. Il ne s'agit pas de vous dispenser des cours magistraux, mais simplement et surtout vous permettre de comprendre les règles élémentaires de conduite des affaires et de relever les défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien dans l'exercice de vos fonctions. La rencontre se tient avec l'appui multiforme de la MINUSMA. Pour la représentante de l'organisation onusienne, il s'agit de renforcer davantage la coopération entre la MINUSMA et la République du Mali dans les domaines de la gouvernance. La MINUSMA répond à la requête du gouverneur pour un soutien technique et financier pour renforcer les capacités des membres des collèges transitoires au niveau cercle et au niveau commune et les capacités des représentants de l'État afin de permettre, à la lumière des développements politiques en cours au Mali,
une appropriation adéquate des supports réglementaires des collectivités et des réformes politiques, institutionnelles et démocratiques. Cette rencontre va à coup sûr donner un coup d'accélérateur à l'opérationnalisation de la région de Toudéni. Suite au lancement de recrutement des sous-officiers et depuis une forte mobilisation des jeunes à s'engager se fait voir avec le taux croissant des demandes d'intégration avec en première ligne des jeunes femmes. Les demandes ont triplé en passant de 500 à 1500 par jour. Grand angle de ce journal signé Tamsir Diabaté, Alou Bekone et Astan Satourou Diabaté. Quand le devoir de défense du territoire est lié à la citoyenneté, le désir d'engagement pour défendre la patrie en danger devient un devoir patriotique. Nous, quand même, sommes prêts à donner notre sang pour sauver la patrie. C'est un devoir pour chaque citoyen de défendre son pays. On est prêt à mourir pour notre pays. J'aime verser mon sang même pour mon pays. C'est pourquoi les Maliens, qu'ils soient hommes ou femmes, sont mobilisés afin de défendre le territoire national. Mieux, de se battre pour leur pays, y compris sur un théâtre d'opération. Justement, au regard des défis sécuritaires dont le Mali fait face, les citoyens ont le désir d'engagement, surtout chez les jeunes. La bousculade pour pouvoir déposer son dossier au recrutement des sous-officiers en est une illustration parfaite. Et s'il y a quelques années, le recrutement au sein de l'armée n'a registré que 500 demandes par jour. Aujourd'hui, les demandes ont triplé, passant de 500 à 1500 par jour. Alors, la question que l'on se pose, d'où est venu ce désir d'engagement des jeunes à défendre leur patrie? Nous voyons aujourd'hui que notre FAMA est en train de monter en puissance à travers les efforts fournis par nos autorités de la transition. Donc, c'est ce qui a motivé les jeunes gens à s'engager au service militaire. Parce qu'aujourd'hui, nos autorités de la transition ont pris tout engagement pour mettre en condition les forces armées de défense. Le président de la transition, il est jeune comme nous. S'il échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Donc, nous sommes engagés comme lui. Mohamed, après des démarches avortées pour faire le concours d'entrée au Prytanée militaire dès son jeune âge, à 18 ans, il a su convaincre ses parents. Il vient une nouvelle fois de déposer ses dossiers pour être sous-officier. Moi, j'aime l'armée depuis la 6e année. Je voulais faire le Prytanée militaire, mais ma mère a dit d'étudier d'abord. C'est maintenant, donc je suis majeur, je vais faire l'armée. C'est une question de patrie même. Parce qu'avec la montée en puissance des femmes, le Mali sera libre. Tout comme Mamadou, qui s'imagine déjà en tenue militaire pour combattre les forces du mal. Il fait partie de ceux qui sont venus depuis 4 heures du matin pour pouvoir déposer leur dossier. Tout cela parce qu'ils pensent que le moment est venu de défendre la patrie. Je fais tout aussi pour que mon pays soit, qu'il trouve la paix et la sécurité. L'autre aspect plus étonnant, c'est la motivation des jeunes femmes d'être à l'avant-garde du combat quand il s'agit du Mali. Pour elles, ce n'est plus une question d'hommes ou de femmes, c'est une question de patrie ou de mort. Le Mali, actuellement, a besoin de tous ses enfants. Qu'on soit homme ou femme, on doit venir servir notre pays. Nous, on veut changer quelque chose pour que les femmes jouent leur rôle, pour qu'on voit les femmes devant la scène. Vu qu'on est toujours derrière, donc on veut changer cela. Fanta, tout juste majeur, mûrit son projet depuis longtemps et les attaques perpétrées contre les forces armées maliennes n'ont fait que renforcer son désir d'engagement. Je suis prête à tout, même s'il me demande de partir en guerre, ça me dérange pas, puisque j'ai déjà l'amour de mon pays. Nous voulons aussi participer au développement de notre pays, puisque le Mali, ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est pour nous tous. Pour ces jeunes, le Mali a plus que jamais besoin d'eux. Voilà ce qui explique leur engagement à défendre le pays au prix de leur sang.
Et voilà, nous venons de le voir, ce désir d'engagement à défendre la patrie est visible à travers la motivation, surtout des jeunes femmes qui veulent être à l'avant-garde du combat contre le terrorisme et du développement de notre pays. Pose de la première pierre du nouveau siège de la Fédération malienne d'aïkido à Ngolo-Bougou. La construction de ce dojo fédéral est financée par l'ambassade du Japon au Mali, coût de réalisation plus de 50 millions de francs CFA. Aridjuna Tina. Cette pose des premières briques consacre le démarrage des travaux du nouveau siège de la Fédération malienne d'aïkido. Ce projet de construction d'un dojo fédéral et acquisition de tatamis est financé par l'ambassade du Japon au Mali. Coût de réalisation plus de 50 millions de francs CFA. Premier financement du genre octroyé par le Japon depuis l'ouverture de son ambassade au Mali. Il vise à construire un dojo fédéral et à installer des tatamis pour les pratiquants d'aïkido. Le gouvernement du Japon, à travers ce geste, espère que ce dojo servira d'espace où l'on apprend non seulement à pratiquer Aikido, mais aussi où l'on acquiert également les connaissances indispensables de la vie sociale, telles que le respect mutuel, la discipline et le sens de responsabilité. La matérialisation de ce projet traduit la parfaite coopération entre le Mali et le Japon, surtout dans le domaine des arts martiaux, étant donné que l'aïkido est une discipline nippone. Cette infrastructure, une fois construite, contribuera davantage à promouvoir la pratique de la discipline dans notre pays. Concernant ce moment, il fera ainsi date dans les annales de l'aïkido malien. Ce jour est solennel, puisqu'il s'agit de la pose de la première pierre de la construction d'un dojo fédéral, avec salle de conférence et bureau, et qui sera bâti sur une superficie en titre foncier acquis sur fonds propres au nom de la Fédération malienne d'aïkido. L'ambassadeur du Japon au Mali, par ce geste, vient de transformer des décennies de rêves de notre fédération en réalité. Je voudrais remercier au nom du gouvernement du Mali l'ambassadeur du Japon au Mali et magnifier l'excellente relation de coopération entre nos deux pays de manière générale et la coopération sectorielle dans le domaine du sport et de la jeunesse. Voilà ici pour poser la pierre de la construction de ce complexe sportif pour le grand bonheur des pratiquants de l'aïkido. Le bâtiment qui sortira de terre dans quelques mois est inspiré du style contemporain. Il contiendra à cet effet toutes les commodités nécessaires. Signalons que l'aïkido est une discipline où il n'y a pas de compétition, juste des démonstrations avec à la clé des chutes fulgurantes. Aussi en aïkido, on utilise la force de l'individu contre lui-même. Autre caractéristique, la discipline prône la paix. Ses bases consistent à se déplacer et à se mouvoir. Au cours de cette cérémonie de pose des premières briques, hommage a été rendu à une figure emblématique de l'aïkido malien, à savoir Sékou Traoré, communément appelé Maître Chek, ceinture noire 9e dan, âgé aujourd'hui de 78 ans. Belle discipline. L'hypertension artérielle est définie comme une tension artérielle supérieure à la normale. Comment éviter l'hypertension artérielle? Quelle conduite à tenir pour un hypertendu? La réponse, c'est dans Focus Santé de ce soir, une réalisation de Barakissa Ouattara et de Karunga Konaté. Des vertiges, des bourdonnements dans les oreilles, des maux de tête qui tendent vers la nuque ou vers le front. Voilà les différents visages que montre généralement l'hypertension artérielle pour prévenir sa victime. Mais attention, n'est déclaré hypertendu qu'une personne dont la tension dépasse les 140/90 et lorsque la tension est prise au moins 2 fois. Quand la personne vient tout de suite, quand il prend la tension, tu es obligé de faire reposer la personne pendant 15 minutes pour encore reprendre si c'est les mêmes chiffres. Et c'est là seulement que tu peux déclarer que la personne est hypertendue. Mais il y a une chose aussi à éviter, c'est-à-dire la peur de la blouse blanche. C'est-à-dire une personne qui vient en consultation, il peut avoir peur de la blouse. Donc il est anxieux, et le cœur se met à s'accélérer, il a peur. Donc ça peut faire que la tension peut s'élever. Donc il faut rassurer cette personne, le faire asseoir et après 15 minutes de repos, reprendre la tension. Dans la majorité des cas, l'hypertension est favorisée par des facteurs de risque. Le premier facteur de risque,
c'est le surpoids. Deuxième facteur de risque, c'est l'âge. Troisième facteur de risque, c'est le tabac. Quatrième facteur de risque, c'est l'alcool. Et ensuite, la prise de pilules aussi peut favoriser l'hypertension artérielle. Ensuite, il y a la sédentarité, c'est-à-dire une personne qui est sur place, qui ne bouge pratiquement pas et qui ne fait pas de sport. Il y a le stress aussi, le stress du travail. Selon le médecin, 90% des cas d'hypertension sont sans cause. On l'appelle l'hypertension artérielle secondaire. Et dans ces cas, la maladie peut disparaître lorsque les causes sont traitées. L'hypertension artérielle est aussi appelée la tueuse silencieuse. 80% des malades ignorent qu'ils sont hypertendus. Et sur les 20% que nous avons, que nous traitons, tu vas trouver que seulement 10% sont observants par rapport au traitement. Les restes des 10% peuvent développer ce qu'on appelle les complications. À la question de savoir le lien entre le sel et l'hypertension, Dr Fall répond. Quand vous vous préparez et que vous ne mettez même pas de sel, ce dont l'organisme a besoin, si vous ne mettez pas de sel dans l'alimentation, dans votre sauce, est supérieur à celui qui se trouve déjà dans la marmite. C'est-à-dire si vous préparez, vous ne mettez pas de sel. L'organisme a peut-être besoin de 2 grammes. Mais déjà, une alimentation, notre sauce quotidien, où vous mettez tout ce qu'il y a comme chou, comme magie, déjà ça va jusqu'à 5 grammes. Un hypertendu équilibré n'a pas besoin de faire un régime sans sel strict. On dit régime mi-salé ou bien régime peu salé. En pratique, on dit à la personne, à partir de 16 heures, il ne faut pas consommer le sel. Parce que le fait de ne pas aussi consommer le sel a ses conséquences. Donc, seules les complications liées à l'hypertension, comme l'insuffisance cardiaque, on lui dit régime sans sel strict. Les conséquences de l'hypertension artérielle sont énormes et dangereuses et sa prise en charge est multidisciplinaire. Ces complications sont d'ordre cérébral, d'ordre rénal, d'ordre cardiaque et d'ordre sensoriel, c'est-à-dire les yeux. Donc voilà les organes cibles de l'hypertension. Les yeux, le cerveau, les reins et puis le cœur. D'accord? Le cerveau, c'est quoi? C'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire où il y a l'accident vasculaire cérébral hémorragique et l'accident vasculaire ischémique. Et là, quand ça arrive, le malade est hospitalisé. Après, on le confie aux neurochirurgiens vasculaires qui vont intervenir. Il y a tout ça. D'accord? Quand c'est cardiaque, le malade est confié au cardiologue et qui va stabiliser le malade. Quand c'est rénal, le malade est donné au néphrologue et le néphrologue fait son travail. Après, il le renvoie soit au généraliste, soit au médecin cardiologue. La plupart du temps, les patients sont reçus au stade de complications. Le traitement de l'hypertension dépend du niveau de complication. Aujourd'hui, on parle de monothérapie, c'est-à-dire une seule molécule. On parle de bithérapie où c'est 2 molécules. On parle même de trithérapie. Ces molécules sont utilisées en fonction des grades. Mais si j'ai un conseil à donner à mes confrères qui sont dans les coins éloignés, qui sont dans les niveaux périphériques, il y a une molécule que les gens utilisaient il y a longtemps pour la prise en charge de l'hypertension artérielle qui a été abolie. Il faudrait que les gens pensent à ne pas les mettre dans la prise en charge de l'hypertension artérielle simple. C'est les furosémides, c'est ce qu'on appelle les diurétiques de Lens. Il faudra vraiment l'enlever dans la prise en charge de l'hypertension artérielle simple. Le traitement de l'hypertension vise à sauver les organes nobles, c'est-à-dire le cerveau, les reins ou les yeux. Au-delà, le patient doit impérativement éviter les facteurs de risque tels que l'obésité, la sédentarité. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Zulhada ou Seli Franchekalo n'a été aperçu le dimanche 29 mai 2022 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Zulhada ou Seli Franchekalo débute au Mali demain mardi 31 mai sur toute l'étendue du territoire national. L'invité de l'émission Malikoura Tassera est Madame Fatoumata Sekoudiko, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Entretien à suivre à 21h15 pour la version française et 22h pour
pour le Bamanankan à suivre sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et sur toutes nos plateformes digitales. Voilà qui met un terme définitif pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à souhaiter excellente nuit à nos téléspectateurs de Sénou Aéroport, surtout Sénou Village. Qu'Allah bénisse le Mali.